La Russie et l'Iran se rapprochent davantage. Comme jamais dans le passé, ils passent à la vitesse supérieure. Et ceci intervient au moment où Donald Trump applique sa maximum pressure sur l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La Chambre basse du Parlement russe a voté mardi la ratification d'un traité visant à approfondir les liens politiques, militaires et économiques avec l'Iran alors que Moscou se rapproche avec son allié clé. C'est un moment très important pour l'Iran. L'Iran a un moment capital où il fait face à Donald Trump à son second mandat dans l'objectif de finir ou accomplir la tâche qu'il n'a pas pu accomplir au premier tour. En Russie, le vote de mardi intervient dans un contexte de forte tension entre l'Iran et l'Occident, alors que la Russie cherche à se rapprocher de Washington malgré son offensive contre l'Ukraine. Donc ici, on va voir que c'est très délicat. Au moment où les Américains mettent beaucoup de pression sur l'Iran, les Russes sont obligés d'intervenir d'une certaine façon et de montrer pas seulement à l'Occident et surtout à l'Iran qu'ils seront à leur côté à un moment difficile. Je vous rappelle qu'au moment très dur que traversait la Russie, l'Iran s'est prononcé en bon partenaire. Il est donc naturellement évident que la Russie réciproque se fait en ce moment difficile pour l'Iran. Mais pourquoi on parle de ceci? On parle de ceci parce que c'est un moment absolument dangereux que nous traversons. Comment ça? Donald Trump a demandé à l'Iran de négocier dans les délais les plus courts ou faire face à la musique. L'Iran fabrique beaucoup de drones. Il fabrique des drones très efficaces. Ils sont très efficaces dans certains domaines. Mais l'Iran figure en bonne place sur ma liste de choses à surveiller. Et comme vous le savez probablement, j'ai envoyé une lettre tout récemment et j'ai dit « Vous allez devoir prendre une décision d'une manière ou d'une autre et nous allons devoir soit parler, soit régler le problème, ou de très mauvaises choses vont arriver à l'Iran. Et je ne veux pas que cela se produise. » C'est-à-dire les bombardements vont commencer. Et en attendant, comment l'Iran a réagi? A-t-il regardé? Absolument pas. Les Iraniens ont déployé leur radar Qadir, un système de tra-horizon à haute fréquence et capable de détecter les menaces au-delà de la ligne des visées. Les armes secrètes sont en train d'être sorties. Ce radar est doté d'une capacité incroyable. Vous savez, les Américains ont des avions fictifs, des avions qui peuvent aller dans votre territoire sans que vous les repériez à travers vos radars. Et c'est généralement les B-2, les B-52, ces avions qu'on ne peut pas repérer, viennent vous bombarder et détruire. Et cela a permis aux États-Unis d'Amérique à plusieurs reprises d'opérer et de sortir du territoire hostile sans être atteint. Donc un avion américain peut facilement venir bombarder et partir. Après avoir bombardé votre infrastructure, alors là, ils emmènent des militaires physiques. Les Américains jamais ne vont à la guerre comme les Russes sont partis en Ukraine. Ils envoient d'abord des avions pour bombarder et anéantir vos systèmes de défense et vos capacités. Après avoir effectué cela, alors là, ils se pointent et envoient des militaires. D'après certains experts, on pense que si les Américains n'appliquaient pas cette stratégie d'aller d'abord bombarder, ils ne sont absolument pas extraordinaires sur le plan terrestre, comme militaires. Alors pour contrer cela, puisque les Iraniens comprennent comment les Américains fonctionnent, ils ont déployé leur radar Qadir. Parce que tout le monde a peur, évidemment, les avions furtifs, on ne les voit pas venir. Les radars Qadir sont des systèmes à haute fréquence, capables de détecter des menaces au-delà de la ligne des visées. Ils peuvent aussi suivre les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques en approche jusqu'à 1090 km pour les missiles balistiques et à 600 km pour les avions. La capacité du radar à repérer des cibles volant à basse altitude et furtives en fait un élément essentiel de l'infrastructure de la défense ukrainienne. De plus, le système est résistant à la guerre électronique, ce qui lui permet de rester opérationnel même dans des environnements hostiles. Donc il n'y a pas moyen de jam cette histoire. Vous pouvez venir au-dessus de l'Iran et appuyer un bouton électronique pour empêcher à ce que ces radars fonctionnent. Ils sont là. On va vous détecter quand vous arrivez. C'est en tout cas un moyen très efficace de dissuasion que l'Iran utilise. Alors, dans le contexte d'une coopération militaire de plus en plus étroite dans les 3 dernières années, l'Iran a été accusé par Kiev et l'Occident de fournir des armes, notamment des drones à autodétonation Shahid à la Russie pour sa campagne contre l'Ukraine. Donc, tout le monde sait que l'Iran a des capacités de production d'armement avancées. Même Donald Trump a récemment parlé des drones Shahid. Il a récemment parlé des drones Shahid dont il a beaucoup de respect. Les drones Shahid ont été produits par l'Iran. En d'autres termes, quand la Russie est partie en Ukraine, l'Iran a été là pour le soutenir, les yeux fermés. Il a envoyé des drones et de soutien. Seulement pas des militaires, mais a envoyé des drones pour aller effectuer des attaques en Ukraine. En ce moment-ci, où l'Iran se sent en danger, il serait naturellement très important que Vladimir Poutine réagisse d'une certaine façon. Alors Poutine, intelligemment, ne peut pas agir de fort, de peur de dérailler cette relation qu'il est en train de créer actuellement avec les États-Unis d'Amérique. On verra ça un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui a été dit dans ce traité entre la Russie et l'Iran?
Dans le traité, les parties ont convenu de s'entraider pour contrer les menaces sécuritaires communes. Il ne s'agit pas ici d'un acte de défense mutuelle, comme celui signé entre la Russie et la Corée du Nord. La Russie et la Corée du Nord ont signé un pacte disant si jamais l'un de nous était attaqué, l'autre va réagir immédiatement, un peu comme l'OTAN. On ne va pas poser de questions, on entre en guerre. Le traité signé entre l'Iran et la Russie n'est pas égal à ça. Qu'est-ce que le traité veut dire dans ce cas? La signature du traité ne signifie pas l'établissement d'une alliance militaire entre l'Iran, ni une assistance militaire mutuelle, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko. Alors qu'est-ce que le traité dit? Le traité stipule en revanche que si l'une des parties est victime d'une agression, l'autre ne fournira pas d'assistance à l'agresseur. Si l'une des parties est victime d'agression, l'autre ne fournira pas d'assistance. Ça ne veut pas dire si l'une des parties est attaquée, l'autre va aussi attaquer. Donc ce ne sont pas des traités égaux, en tout cas pas égaux au traité dont la Russie est entrée avec la Corée du Nord. Vous voyez où se trouve le danger. L'accord de partenariat stratégique global a été signé entre le président Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian en janvier lors du vote à Moscou. Dans cette histoire où Donald Trump est en train de pousser pour aller bombarder l'Iran, comment réagit Vladimir Poutine? Moscou a rappelé à la prudence face à l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis, après que le président Donald Trump semblait menacé de bombarder l'Iran si ce dernier ne s'engageait pas à la table de négociation sur la limitation de son programme nucléaire. Donc Moscou a fait usage de politique. Il n'a pas dit nous allons défendre l'Iran. Moscou a dit en tout cas les amis, il ne faut pas aller comme ça, il faut diminuer la vitesse. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en ce moment-ci, M. Trump est venu gentiment pour discuter avec M. Poutine. Il n'a pas fait usage de la pression dont faisait son prédécesseur. Donc, il est tout à fait naturel que M. Poutine essaie de réciproquer ce sentiment pour pas que les États-Unis et la Russie croisent le fer. En d'autres termes, il faut continuer à être gentil. Il essaie de taper ton ami, mais tu essaies de réagir gentiment en disant aussi un autre traité. Ce n'est pas un traité de guerre, c'est-à-dire c'est pas si tu tapes mon ami, je vais te taper. Ça veut dire que je ne te permettrai pas ou je ne permettrai jamais à qui que ce soit qui soit ennemi à mon ami de pouvoir le toucher à travers moi. Alors, la question qu'on se pose ici et que tout le monde se pose, que veut M. Donald Trump de l'Iran? Que veut Trump? Vous le savez, on va essayer de revoir. L'Iran ne peut pas développer ou enrichir son uranium au point de créer une bombe nucléaire. C'est-à-dire, seulement les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France et les autres peuvent avoir une bombe nucléaire. Pas vous. D'après qui? D'après M. Donald Trump. Parce que bon, eux ils sont plus intelligents ou plus stables mentalement, vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas le droit d'avoir ça. C'est-à-dire l'Iran n'a pas le droit d'avoir des missiles balistiques. Il ne devrait pas l'avoir. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique le veulent ainsi. Donc en plus d'empêcher l'Iran de développer ses armes telles qu'ils le veulent, ils veulent aussi avoir accès aux sites militaires iraniens. Chose qui est absolument difficile à concilier parce que voilà, vous voulez que j'arrête A, B, C, D, vous voulez aussi entrer jusqu'à ma chambre. Ça devient un peu compliqué. Pourquoi on le rappelle? On le rappelle parce qu'évidemment, l'Iran avait déjà un accord effectué avec les 5 pays du Conseil de sécurité. Ils avaient déjà un accord et ça commençait à progresser. Mais Donald Trump a rejeté cet accord. Pourquoi Trump a rejeté cet accord? Parce que Donald Trump est le meilleur ami du pays qu'on ne cite pas. Okay? Pourquoi c'est important? Parce que le pays qu'on ne cite pas et l'Iran sont les pires ennemis du monde. Alors il est évident que quand Donald Trump arrive au pouvoir, qu'il fasse tout ce qu'il y a à son pouvoir évidemment pour pouvoir soutenir ses amis. Alors ce qu'on comprend ici est très géostratégique. M. Poutine ne se prononce pas directement comme le feraient peut-être vous et moi, disant si tu oses taper mon ami l'Iran, je veux réagir, parce que ce n'est pas encore nécessaire jusque-là. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Parce que Trump n'est pas hostile à Poutine directement. Il ne l'est pas. Jusque-là, ils sont en train de discuter, d'échanger, de négocier doucement. Regardez la façon dont Trump a traité Poutine par rapport à sa façon de traiter Zelensky. Absolument différent. Contrairement à ce qui s'est passé avec Joe Biden, Donald Trump vient en amitié à l'égard de Poutine. Poutine aussi s'est servi de cette opportunité pour louanger un peu ce que Donald Trump a fait dans le passé. Il a aussi déclaré que les élections aux États-Unis d'Amérique étaient truquées en faveur de Joe Biden, mais en réalité, Donald Trump était le vrai gagnant. Évidemment, vous savez, Trump, c'est un mégalomane. Quand vous le caressez au sens du poil, il vous aime. Et c'est ce qui a créé cette atmosphère de compréhension. Alors, il serait très imprudent de la part de Vladimir Poutine de réagir avec brutalité en disant « si vous attaquez l'Iran, nous allons réagir ». Parce qu'ils n'en sont pas encore là. Deuxièmement, Vladimir Poutine n'a pas intérêt à le faire parce que l'Iran est d'abord ennemi direct du pays qu'on ne cite pas. Et en attendant, le pays qu'on ne cite pas et Vladimir Poutine n'ont pas de problème direct.
C'est-à-dire, quand tous les pays européens et l'OTAN s'étaient élevés contre Poutine, le pays qu'on ne cite pas ne s'est jamais élevé contre Poutine directement. Il n'a pas accordé son infrastructure, sa logistique, ses ressources pour contribuer à la destruction de la Russie. Donc, dans ce cas, Poutine se sent aussi redevable quelque part pour ne pas directement soutenir l'Iran dans une guerre ouverte parce que monsieur, qu'on ne cite pas, n'a jamais vraiment été son ennemi direct. À moins que ce monsieur fasse quelque chose, alors là, peut-être Poutine le ferait. Ceci certainement expliquerait la raison pour laquelle M. Vladimir Poutine, dans ce cas, ne s'engage pas directement à dire ou à faire peur à tout le monde en disant si vous osez attaquer l'Iran, nous allons aussi réagir de manière foudroyante et totale. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les États-Unis d'Amérique renvoient en Afrique du Sud des militaires en entraînement aux États-Unis d'Amérique. La relation est en train de tomber de toutes parts. C'est choquant et bouleversant. On va tout ensemble découvrir ce qui se passe. L'Afrique du Sud va-t-elle déclarer la guerre ouverte aux États-Unis d'Amérique? Nous allons découvrir tout de suite ensemble. On y va. Alors, imaginez-vous quelque part en train de travailler pour une entreprise. Okay? Dans cette entreprise, vous jouez un rôle important. Okay? Et au-dessus de vous, il y a un manager et plusieurs autres personnalités plus grandes que vous. Pendant très longtemps, vous avez toujours eu une très bonne relation avec vos collègues ainsi que votre manager. Mais soudainement, vous avez l'impression que le manager a beaucoup changé. Son attitude à votre égard devient de plus en plus offensif. Son comportement a totalement changé. Vous faites une petite erreur et ça devient tout un problème. Ça part de toutes parts. Vous faites des erreurs qui autrefois étaient considérées comme des erreurs normales. Soudainement, tout ce que vous faites ne marche pas. Et vous avez l'impression de vivre dans un cercle de prison. Et vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a changé? Mais pourtant, on était bien, lui et moi. Qu'est-ce qui a changé soudainement? On m'appelle au bureau, on me fait de la lecture, maintenant je me fais signer des papiers. Qu'est-ce qui se passe finalement? Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe entre vous. Et soudainement, un ami ou un collègue vous rappelle, est-ce que tu te souviens qu'il y a quelque temps, tu as soutenu un de nos collègues qui a emmené l'entreprise en justice, okay? Accusant l'entreprise de faillir à leur mission. En effet, l'entreprise dans laquelle vous travaillez pourvoit des possibilités aux travailleurs et à leurs familles en cas de difficulté de santé, de pouvoir pourvoir de l'argent pour que ces personnes se fassent soigner. Et dans le cas de votre ami, sa femme qui était très enceinte et malade à la fois, était à l'hôpital, mais n'a pas pu avoir le soutien dont il est impératif à l'entreprise de vous pourvoir, parce qu'il est signé au papier, alors cela a causé sa mort. Donc votre collègue a emmené l'entreprise en justice pour n'avoir pas été là pendant que sa femme était à l'hôpital en difficulté. Donc normalement, dans son contrat, il est stipulé que voilà, en cas de difficulté, l'entreprise doit survenir aux besoins. Mais l'entreprise n'a pas été là, alors il a perdu sa femme. Le monsieur a emmené l'entreprise en justice et vous a appelé comme témoin. Et vous êtes apparu comme témoin soutenant votre copain. Mais après, le copain ne travaille plus, mais il est en attente du verdict. Et pendant ce temps, tu es très étonné de voir comment est-ce que le manager est en colère avec toi. Mais c'est évident. Tu as soutenu ton pote qui était dans des moments difficiles par rapport au manager. C'est bien ça. Alors, vous essayez tout ce que vous pouvez pour renverser la vapeur. Vous dites, peut-être qu'en essayant d'être gentil, plus présent, en venant beaucoup plus à temps, peut-être ça changerait les choses. Vous essayez, coûte que coûte, vaille que vaille, de travailler un peu plus que nécessaire, un peu plus que demandé. Vous êtes toujours là dans les cuisines, en menant du café à d'autres personnes, dans la gentillesse, espérant que le manager change son attitude. Tout en ne comprenant pas que ce n'est pas tout à fait le manager. En effet, vous avez un réel problème. Votre réel problème, ce n'est pas ce que vous faites sur votre table. Vos réels problèmes avec le manager sont en effet le fait que vous ayez soutenu votre ami et le fait que vous ayez comparu comme témoin dans ce procès contre l'entreprise. La question qui se pose ici est celle-ci. Allez-vous changer votre comportement, abandonnant votre ami dans son procès pour subvenir à vos propres besoins ou pour soutenir vos propres intérêts? Ou bien serez-vous le genre de personne qui, coûte que coûte, vaille que vaille, restera debout à côté de ses amis dans un combat qui est correct? L'Afrique du Sud traverse un moment particulièrement difficile et c'est peut-être très similaire. Dans ce cas, les États-Unis d'Amérique viennent de renvoyer des étudiants sud-africains, des étudiants militaires, en Afrique du Sud. Et ceci arrive 7 jours juste après l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis d'Amérique. Ibrahim Rassoul, qui a été renvoyé très récemment parce qu'il a fait un commentaire sur Donald Trump et la politique étrangère américaine. Suivez. Je pense que Donald Trump lance une attaque contre les titulaires. Ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un suprémacisme contre eux, sur le plan national.
Et je pense l'avoir également illustré à l'étranger. Les relations tendues entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont subi un nouveau coup. La première économie mondiale serait en train de rompre ses liens militaires avec l'Afrique du Sud et d'expulser son attaché militaire. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. On continue. Ceci comprend la suspension des programmes clés tels que l'éducation à la formation militaire internationale, le financement militaire étranger et les ventes militaires étrangères. On va essayer de décortiquer ça. On répète. Qu'est-ce que les États-Unis donnent à l'Afrique du Sud? Il y a premièrement l'éducation et la formation militaire internationale, c'est-à-dire les Sud-Africains envoient leurs militaires aux États-Unis pour se former. Il y a ensuite le financement militaire, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique financent quelque part militairement l'Afrique du Sud, bien qu'elle soit capable de se financer elle-même. Il y a ensuite la vente militaire étrangère. Donc les États-Unis d'Amérique vendent aussi des éléments essentiels sur le plan militaire, les équipements à l'Afrique du Sud. Il y a d'ailleurs quelque temps, les États-Unis en voulaient beaucoup aux Sud-Africains pour avoir autorisé aux pilotes chinois de travailler dans des avions qu'ils avaient achetés des États-Unis d'Amérique, des avions de guerre. Donc le fait d'avoir autorisé aux Chinois de travailler et de faire des entraînements dans des avions de guerre américains, les Américains étaient très furieux à l'égard des Sud-Africains. Une note datée du 13 mars, le département d'État américain adressée à Aaron Harding, directeur financier de l'Agence américaine de coopération pour la sécurité, elle stipule que conformément au décret signé par le président américain Donald Trump, toute aide et assistance étrangère offerte à l'Afrique du Sud sera suspendue. Donc tout ce qu'il y a comme aide, tout ce qu'il y a comme avantage que les Sud-Africains avaient à l'égard des États-Unis d'Amérique sera suspendu. Finito. C'est un peu comme si tu as un problème avec une personne qui clairement ne veut pas que ça s'arrête. Tu essaies tout ce que tu peux, ok? Gentiment, je suis désolé, excuse-moi de t'avoir marché sur tes pieds. J'ai pas fait exprès. Oh non, mais comment tu vois pas que mes chaussures sont blancs? Non, je suis vraiment non, mais attendez, c'est pas la première fois et tout le bazar. Non, mais c'est la première fois, on vient à peine se rendre. Mais non, attends, écoutez. Comment vous réagissez? C'est une personne influente. Vous cherchez du boulot, vous êtes dans un milieu important où la personne est influente. Comment vous faites? Vous vous courbez? Ou vous dites non, mais finalement, monsieur, il faut se calmer. Les mesures ont de conséquences néfastes pour les étudiants sud-africains, suivant les études militaires aux États-Unis d'Amérique. Dans toutes ces personnes qui se sont investies dans le militaire, qui avaient des formations aux États-Unis d'Amérique, seront forcés de rentrer. Ils sont déjà commencés à rentrer, en effet. La suspension des coopérations militaires et l'expulsion de l'ambassadeur ont créé des incertitudes quant au statut des étudiants militaires sud-africains aux États-Unis, perturbant potentiellement leur formation. Il faut aussi reconnaître que les Sud-Africains s'étapent la poitrine, généralement, disons, ils ont la meilleure armée en Afrique, ou en tout cas la meilleure armée en termes d'équipement et tout le bazar. Mais je pense que beaucoup n'ont pas réalisé combien les Sud-Africains sont influencés par les Américains. Combien les Américains envoient, donnent, offrent, partagent avec les Sud-Africains. Et combien l'État risque beaucoup de choses. On va voir le danger de ne pas commercer et de discuter avec d'autres pays africains. Chercher une liberté. Il est important de chercher à travailler avec des Africains. Et on va le comprendre très rapidement. Alors, beaucoup de personnes se diraient, bah, écoute, si quelqu'un te menace comme ça, il faut l'envoyer se faire foutre. Écoute, au revoir, tu me rejettes chez toi, moi je te rejette chez moi. Il y a beaucoup de personnes qui disaient, après avoir expulsé l'ambassadeur sud-africain des États-Unis, qu'il fallait que l'Afrique du Sud fasse en réciprocité, renvoie le représentant américain aux États-Unis d'Amérique, bien qu'il n'ait pas eu à l'époque un représentant officiel des États-Unis aux ambassades sud-africains, parce que, évidemment, Donald Trump, à peine entré au pouvoir, n'a pas encore sélectionné ses ambassadeurs. Il fallait quand même, en réciprocité, faire quelque chose pour que les États-Unis réalisent que nous ne sommes pas vos petits frères là avec qui vous jouez. Hein, pas du tout. Nous n'allons pas accepter ça. Mais l'État sud-africain a fait autre chose. Alors, on va essayer de découvrir ensemble un peu plus tard pourquoi les Américains font ça. Okay? Et je pense que c'est très important, même pour votre pays. C'est très important de le comprendre. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça? Puisque l'ANC, le parti politique de Nelson Mandela, sont dédiés en ce moment-ci à essayer d'être gentils avec les États-Unis. On leur a dit, ça ne sert à rien de faire un bras de fer avec eux. Ok, essayez d'être gentils, repliez votre ambassadeur, envoyez une personne nouvelle et gentiment essayez de... Voilà, tout ça. Alors, on va voir ce qui va se passer si l'ANC ne fait pas les choses comme les Américains le veulent. Les Sud-Africains, les experts s'inquiètent sur des spéculations. La première spéculation, c'est l'exclusion de l'AGOA. Okay? L'AGOA, c'est African Growth Opportunity Act. C'est ce système qui permet à beaucoup de pays africains, des pays des tiers-monde, vous aussi d'ailleurs, de pouvoir exporter ce que vous avez comme élément à produire aux États-Unis d'Amérique. Agriculture, textile et tout le bazar. Aux Américains, à un prix réduit ou sans taxe. Okay? Votre pays, malheureusement, ne produit absolument rien. À part des commandants de l'armée qui bâtissent des maisons et épousent 6, 7, 9 femmes. Et maltraitent les civils. Malheureusement, c'est ça. Les Sud-Africains, eux,
heureusement pour eux, ont beaucoup de production qui vont aux États-Unis d'Amérique et en profitent. Alors, si les Sud-Africains ne font pas ce qu'ils se doivent, ils risquent d'être jetés hors de AGOA. Alors, on va essayer de voir quels sont les profits sud-africains par rapport à AGOA. Il y a numéro 1, l'industrie automobile sud-africaine est un bénéficiaire important avec une importante exportation de véhicules et des composants automobiles vers les États-Unis d'Amérique. Oui, l'Afrique du Sud produit des voitures. Il y a des Mercedes, des BMW et autres choses. En effet, Mercedes produit des voitures de série C à Eastern Cape. Donc, ils ont réalisé que produire des Mercedes en Europe coûte beaucoup trop cher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les Mercedes sont produits, pas assemblés, produits à Eastern Cape, ensuite envoyés en Allemagne pour vendre. C'est ça. Et c'est même Mercedes, évidemment, avec un contrat avec la Sud-Afrique, ils envoient ça aux États-Unis. Les Noirs américains adorent des Mercedes et des BMW. Alors, ils se font beaucoup d'argent à travers ça. Numéro 2, le textile et les vêtements sud-africains sont exportés à travers AGOA. Donc, sans taxe, ça permet à l'économie sud-africaine d'avancer. Il y a aussi des ressources minérales, numéro 3. Les Sud-Africains exportent des ressources minérales aux États-Unis. Il y a aussi des exportations telles que des agrumes, du vin, des noix et divers aliments transformés qui sont acheminés aux États-Unis pour vendre. Parce qu'évidemment, beaucoup de ces histoires, malheureusement, vous les Noirs, vous ne l'achetez pas. Il faut vendre ça aux Blancs. Voilà, enfin bref, on continue dans cette histoire. Je ne veux pas m'engager dans cette histoire. L'importance économique d'AGOA, les investissements et les commerces américains contribuent significativement à l'économie sud-africaine. C'est-à-dire, si les Sud-Africains osent ouvrir la bouche disant « Ok, on n'aime pas ce que vous faites chez nous, vous voulez nous menacer, vous savez comment les Africains font « Non, d'ailleurs, foutez les camps ». Donc, ça sera la cata. Pourquoi? Parce qu'il y a des investissements majestueux américains qui sont situés en Afrique du Sud. Les nombreuses entreprises américaines sont présentes en Afrique du Sud, créant de l'emploi et contribuant à l'activité économique. Par exemple, Ford, la voiture Ford, est présente en Afrique du Sud et ça crée de l'emploi et beaucoup d'opportunités. Il y a aussi Amazon, qui est en Afrique du Sud. Et Amazon, d'ailleurs, investit dans l'énergie renouvelable. L'Afrique du Sud, qui est plus grand producteur d'émissions carbone en Afrique, est en train de se bouger vers le renouvelable. Et Amazon est en train de jouer un rôle très important dans son investissement. S'ils osent ouvrir la bouche, on va fermer Amazon, on va fermer Ford, on va fermer tout ça là. Ça serait très compliqué. Il y a aussi Coca-Cola. Coca-Cola a une forte présence en Afrique du Sud. Ça crée de l'emploi. Il y a Visa. Visa, on parle de Visa pour banque, machin. Très influent en Afrique du Sud, c'est présent. Si vous osez, on vous bloque. Vous faites quoi? Vous payez avec quoi? Il y a IBM, les ordinateurs, qui emploient beaucoup de gens, beaucoup de francophones, là, tout ça qui s'aiment pas, là. Ils se mettent des Camerounais, des Congolais, tout ça, tout cela. Ils se haïssent mutuellement, mais ils font « Salut, comment ça va ?» Enfin bref, on a des rapports, on sait tout ce qui se passe partout. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent aux États-Unis qui sont situées en Afrique du Sud. Donc, ils ont intérêt d'être gentils. Alors, la question qui se pose ici est celle-ci. Julius Malema avait dit la raison pour laquelle les États-Unis veulent s'en prendre à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas parce que, prétendument, on disait que les Sud-Africains sont en train de maltraiter les Blancs, ils sont en train de retirer des terres. C'était l'accusation de Trump, disant que les Sud-Africains noirs retiraient des terres qui appartiennent aux Blancs pour leur bénéfice. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, 72% des terres appartiennent aux Blancs, qui ont pris ça depuis 1913. Pendant le Native Land Act en 1913, les Blancs sont venus, soudainement, ils ont dit, bon, monsieur le Noir, nous on prend ces terres, sortez, ou on vous bat, ou on vous finit. C'était comme ça. La plupart des Noirs qui avaient des terres étaient obligés de céder leurs terres aux Blancs, ou de travailler pour un Blanc. Sinon, ils seraient fouettés, flagellés, tout le bazar. C'est comme ça que c'était. Jusqu'en 1948, où l'apartheid a officiellement commencé. Donc, les Noirs ont perdu toutes leurs terres de force. Une petite minorité des Blancs, en tout cas de moins de 10% de la population, a 72% des terres. Maintenant, le gouvernement sud-africain essaie de retirer ces terres sans créer la terreur. Contrairement à ce qui s'est passé au Zimbabwe, quand les Anglais sont partis, les Zimbabwéens ont repris des terres de force à travers Robert Mugabe. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont été sanctionnés par l'Occident. Mugabe a dit, nous voulons un peu de terre. Donnez-nous aussi les terres, parce que nous sommes aussi Zimbabwéens. Ils ont refusé. Ils ont voulu être payés. Mugabe a ensuite dit, on ne peut pas vous payer parce que quand vous êtes venus ici, vous avez pris les terres de force. Ce n'est peut-être pas vous, mais vos aïeux sont venus ici, ils ont massacré nos aïeux, ils ont pris les terres de force. On ne peut pas se déclarer Zimbabwéen sans avoir de terres. Ça n'a aucun sens. Vous êtes une petite minorité. On veut aussi les terres. And they occupied the land illegally. They seized the land from our people. Look. And therefore, the process of reform, land reform, involved their having to hand over the land. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé?
La communauté internationale s'est levée et a sanctionné le Zimbabwe qui est parti dans les maboussous, dans des conditions les plus arides. Le pays a été complètement par terre. Il fallait beaucoup d'argent comme ça pour acheter un petit morceau de pain. Ils ont fait ça. Alors l'Afrique du Sud essaie d'éviter cette histoire. D'ailleurs, ce qui s'est passé au Zimbabwe à l'époque, quand ils ont chassé les Blancs, beaucoup de ces Blancs ont traversé juste la frontière, sont partis en Afrique du Sud pour continuer à travailler. En solidarité avec d'autres Blancs, évidemment, qui sont solidaires entre eux. Et après ça, beaucoup de Zimbabwéens noirs ont commencé à fuir le Zimbabwe pour partir en Afrique du Sud cherchant des opportunités qui ont été créées par des Blancs. Donc, les Noirs ont besoin d'avoir des terres. On leur a donné des terres, ils étaient incapables de gérer ces terres. La plupart, malheureusement, bien qu'ils recevaient de l'argent du gouvernement, ils ont tout dépensé. Ne comprenant pas que l'homme blanc qui a mis sa ferme, où il produisait des patates, des bananes et tout le bazar, investissait encore son argent dans cette entreprise dans l'objectif que ça continue de marcher. Les Noirs arrivaient là, pensaient qu'ils sont devenus riches. C'est comme beaucoup de gens ici qui deviennent entrepreneurs. Vous devenez entrepreneur, vous commencez à dépenser, tout ça. Vous ne comprenez pas que l'argent de recette, ce qui vous appartient vraiment, c'est les bénéfices. Donc, moins les dépenses, moins les salaires, moins les bénéfices peut-être. Et aussi, ces bénéfices-là, il faut encore réinvestir dans l'entreprise dans l'objectif que ça grandisse. Alors, les Noirs ont tout mangé. Et ça a été compliqué. Comme généralement vous le faites, on vous donne $100 pour faire du travail. Vous mangez $90 et vous voulez faire du travail avec $100, avec $10, excusez-moi. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce sont les accusations de Trump à l'égard de l'Afrique du Sud, disant que l'Afrique du Sud essaie de faire en Afrique du Sud ce que le Zimbabwe a fait au Zimbabwe. Mais Julius Malema a dit que ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle ils nous en veulent, ce n'est même pas ça. Parce que les États-Unis ont un système de renseignement le plus avancé, en tout cas à côté du pays qu'on ne cite pas, le plus avancé au monde. Donc s'il y a des informations dont ils doivent savoir, ils sont au courant de ça. En effet, la raison pour laquelle ils nous en veulent, c'est parce qu'on a emmené le pays que vous ne citez pas à la CPI. Okay? Ils ont accusé de faire des choses atroces. Et ils n'ont pas aimé ça. Et Donald Trump, c'est un fervent supporter du pays qu'on ne cite pas. Pourquoi on ne le cite pas? Évidemment, quand vous citez le pays, votre vidéo est Shadowban. Vous avez 1 million de followers, on ne montre la vidéo qu'à 5000 personnes. C'est comme ça, malheureusement. Donc, on doit trouver des moyens alternatifs pour dire. La raison pour laquelle Trump en veut à ces personnes, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que l'Afrique du Sud aille retirer son accusation à la Cour pénale internationale. Les Sud-Africains ont dit non, on ne le fera pas. Suivez. The ICJ is an issue of international law, which has to be respected by everyone. And South Africa, this is a matter which we will not withdraw from the court. Alors, la question qui se pose ici, les amis, c'est quoi? Si ça continue comme ça sera catastrophique. Ouais, ça sera très, très, très compliqué. Mais faut-il, dans ces cas, pour faire plaisir aux États-Unis, aller retirer sa plainte? Le verriez-vous? Je vous rappelle l'histoire de l'ami qui a soutenu son frère ou son pote dans ce procès judiciaire contre l'entreprise. Faudrait-il, dans ce cas, retirer sa présence, retirer son témoignage pour protéger ses intérêts? Ou bien faudrait-il, au nom de l'honneur, continuer à soutenir un collègue qui a peut-être été un frère aussi dans ces moments les plus difficiles? Les gens disent que tout se paye ici-bas. Est-ce que vous le pensez vraiment? Ou bien tout se paye ici-bas et c'est juste un serment qu'on raconte pour pas que vous fassiez du mal. Imaginez-vous qu'il n'existait pas d'enfer. Je sais que c'est difficile, alors imaginez, n'est-ce pas? Là, ça vous dérange. Comment tu peux dire ça? Comment ça? Imaginez-vous qu'il n'existait pas d'enfer. Imaginez-vous. Qu'est-ce qui se passerait? Que l'enfer n'existait pas. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir 20, 50 femmes, vous pouvez changer, enfin, tout le bazar, prendre la maison du voisin, sa voiture, tout le bazar, et rien ne pourrait vous arriver. Vous savez ce qui se passerait? En effet, si l'enfer n'existait pas, beaucoup de personnes qui prient, en effet, ne prieront pas. Okay? Beaucoup de personnes arrêteraient carrément. Parce que la vérité est que prière aujourd'hui à l'église, c'est parce qu'ils ont peur de l'enfer. C'est vrai. Beaucoup ont peur de mourir parce qu'il y a des gens qui vous font des commentaires, à quoi ça sert de vivre tout le monde, personne un peu. C'est parce qu'ils ont peur de l'enfer. Donc la raison pour laquelle ils se comportent correctement ou avec normalité, c'est parce qu'ils ont peur de l'enfer. Pas de police, pas d'agent de sécurité, faites ce que vous avez envie de faire. Vous savez ce qui se passerait dans vos pays? Ah ben écoutez, ça serait catastrophique. Okay? Les hommes forts prendraient les maisons des hommes faibles. Parce qu'il n'y a pas de police, évidemment. Ça serait un peu le genre, une histoire de zombies dans les cinémas. Ouais, c'est l'homme, la loi du plus fort. C'est exactement ça qui se passerait. La raison pour laquelle beaucoup de gens se comportent correctement, c'est parce que, est-ce que tout se paye ici-bas vraiment? Ou bien c'est une façon, comme pour la prière, comme pour la police, d'atténuer les esprits pour vous dire, écoutez, calmez-vous, ne faites pas tout ça parce que tout se paye ici-bas. Point d'interrogation. Nicolas Sarkozy
Après 10 semaines de procès, le parquet financier français doit présenter son dossier contre l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il risque de faire 10 ans de prison. Okay. C'est co-accusé aussi, donc 3 anciens ministres à partir de mardi après-midi. Sarkozy, 70 ans, est accusé d'avoir conclu un pacte de corruption avec le dirigeant libyen Mohamed Kadhafi en fin 2005 pour financer sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. L'histoire est évidente, on la connaît. Les allégations que M. Sarkozy a démenties, compris témoignage de Salif al-Islam Kadhafi, fils de Mohamed Kadhafi, affirme avoir subi des pressions de la part des intermédiaires de Sarkozy pour modifier son témoignage concernant le financement libyen présumé de la campagne 2007. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. Donc l'enfant de Mohamed Kadhafi aurait été menacé, poussé, subi des pressions pour changer sa version du témoignage, disant que M. Sarkozy a reçu de l'argent à hauteur de 50 millions de dollars venant de son père. Évidemment, dans l'objectif de sauver la peau de M. Sarkozy. Est-ce que tout se paye ici-bas, vraiment ou pas? Est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes qui ont fait du mal ont payé ici-bas? Le roi des Belges qui a fait subir aux Congolais, qui continue à subir les Congolais subissent les Congolais. A-t-il payé de ces pires histoires qu'il a fait dans ce pays? M. Sarkozy, à l'époque, encore ministre de l'Intérieur, avait fait un voyage en Libye pour discuter avec le président libyen à l'époque, Mohamed Kadhafi. L'objectif était de demander à M. Kadhafi d'appliquer une loi ou d'appliquer un système pour freiner l'immigration illégale des subsahariens. Donc, M. Kadhafi, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce qu'évidemment, beaucoup d'Africains, avant de venir en Europe, traversent la Libye. Est-ce que vous pouvez nous aider à finalement bloquer ces Africains pour pas qu'ils traversent en Europe? Qu'est-ce que je vous donnerai en retour? En retour, moi, j'irai en Europe faire quelque chose pour vous. C'était la discussion qu'ils avaient au départ. Ensuite, pendant cette discussion, ce voyage qu'avait effectué M. Sarkozy en Libye, il est parti dans un coin pour discuter avec M. Kadhafi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Monsieur Kadhafi, vous savez, votre image en Europe, c'est une image absolument négative. Je pourrais faire une campagne pour changer la propagande, pour changer votre image en Europe et ailleurs, pour que vous soyez perçu comme une personne positive. Kadhafi avait trouvé cette offre alléchante. L'objectif était que M. Sarkozy soit financé ou sponsorisé par Kadhafi pendant sa campagne électorale de 2007. M. Kadhafi a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, petit, je vais te financer. On a financé M. Sarkozy dans son élection et il a gagné les élections. Évidemment, Sarkozy a envoyé des gens, il n'est pas parti lui-même, a envoyé des émissaires pour récupérer l'argent. On lui a donné de l'argent dans des sacs, du cash dans des sacs. On vous dit qu'il faut toujours garder le cash pour éviter de tracer les histoires. À plusieurs reprises, des gens sont venus et repartis. Et l'argent a totalisé 50 millions de dollars venant de Kadhafi à Sarkozy. Quelque temps après, M. Sarkozy, devenu président de la France, a commencé à rudement critiquer M. Kadhafi. Et c'est avec ça qu'un jour, Kadhafi dirait « C'est moi qui ai aidé Sarkozy à prendre le pouvoir. Je lui ai donné de l'argent avant qu'il ne devienne président. Il est venu ici, il m'a rendu visite dans ma tente quand il était ministre de l'Intérieur et m'a demandé de l'aide. » Voilà, c'est nous qui avons sponsorisé le président français. L'argent qu'il a eu dans sa campagne électorale, c'est venu d'ici. C'est chez nous que ça vient. M. Sarkozy était touché dans ses négos et pour protéger son image, il a joué à un jeu où il a impulsé cette histoire avec les Américains pour qu'ils accusent faussement M. Kadhafi et partent détruire le pays, la Libye. La Libye, dans le passé, n'était pas ouverte au commerce occidental. C'est-à-dire, les entreprises occidentales n'étaient pas autorisées d'opérer en Libye. Et je vous rappelle encore une fois ici, c'est la même politique de Donald Trump à l'égard de Venezuela qui n'a pas ouvert ses portes. La même politique de Cuba qui n'a pas ouvert ses portes aux Américains. Si vous fermez vos portes aux Américains et leurs entreprises, vous aurez des vrais problèmes. C'est exactement ce qui se passe avec la Corée du Nord. L'une des raisons pour lesquelles on n'aime pas les Coréens du Nord, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est parce que la Corée du Nord est fermée à votre culture, à vos cinémas, à vos musiques, à vos KFC, à vos McDonald's. Ils n'en veulent pas. Alors là, on en fait un ennemi. La Libye aussi faisait un projet de construction d'armes à destruction massive. Donc M. Kadhafi voulait, évidemment, pour la protection de son peuple, munir des éléments essentiels pour une déterrence vraie. Alors,
Avec ça, les Américains et les Anglais voulaient déjà organiser une histoire sordide dans le passé. Mais ils n'avaient pas vraiment des raisons officielles de le faire. Dans les années 2000, les Libyens ont allégé un peu leur histoire. Ils ont ouvert la porte, laissant entrer les entreprises étrangères pour opérer et travailler. Finalement, avec les conseils qu'ils recevaient, apparemment, peut-être de Sarkozy, on ne sait pas, les Libyens ou la Libye avaient décidé d'ouvrir les portes. Mais malgré ça, M. Kadhafi avait gardé une sens offensive à l'égard de l'impérialisme. Il n'en voulait pas chez lui. La Libye était suffisamment riche. Okay? Le pétrole libyen était suffisamment valable pour nourrir et fournir assez d'éléments, des ressources financières aux Libyens. En Libye, voilà ce qui se passait. Quand on vendait le pétrole, c'est pas seulement les dirigeants qui mangeaient. Comme dans votre pays, généralement, dès qu'il y a un monsieur au pouvoir, vous commencez à l'appeler le roi, les lions. Pourquoi vous appelez le gens les lions? C'est un lion ou c'est... En Libye, le président, après avoir vendu le pétrole, on donnait un pourcentage des gains à chaque Libyen. Chaque humain recevait un pourcentage. Imaginez-vous, vous êtes à la maison, on vient vous frapper la porte. Bonjour monsieur, on a vendu, en tout cas ça a été à 150, machin histoire, voilà votre pourcentage. Oh merci, c'était ça la Libye. La Libye n'était pas une démocratie. On vous parle de démocratie, oh la démocratie, il faut avoir une démocratie. La démocratie est-elle vraiment une démocratie? Ou la démocratie en effet, c'est la gérance du pays par un nombre bien limité de personnes qui font des choix pour eux-mêmes, pour leurs avantages et leurs amis. C'est ça ce que vous appelez démocratie. La Libye n'était pas une démocratie, mais les gens étaient heureux en Libye. Le président Kadhafi a créé le projet d'irrigation le plus grand sur Terre, le plus grand dans le monde. Pendant que son pays traversait des moments arides, difficiles, de sécheresse, le président libyen a fait ce projet d'irrigation, c'est-à-dire il a attiré l'eau venant de la mer vers l'intérieur de la Libye pour changer le paysage complètement. La Libye qui était désertique a complètement changé. Et avec ça, il a commencé un projet pour tout citoyen libyen qui voulait se lancer dans l'agriculture. On lui donnait les éléments essentiels, les équipements, les tracteurs, le terrain, l'argent, les ressources, et aussi un coach pour l'aider à devenir un bon entrepreneur, agriculteur. Et on lui demandait de ne payer absolument rien. Donc, à sa volonté, quand il voudra, il va payer. C'était ça la Libye. En Libye, quand un homme et une femme se marient, ils font un enfant, on leur donnait 5 000 $ de récompense et de félicitations. C'était ça la Libye. Dictature libyenne. Ils ont fait leur campagne et propagande disant que le président libyen était en train de tuer son peuple. En tout juste un mois, les États-Unis et leurs partenaires internationaux ont mobilisé une large coalition, obtenu un mandat international pour protéger les civils, arrêté une armée en marche, empêché un massacre, établi une zone d'exclusion aérienne. Certains pays peuvent faire la sourde oreille aux atrocités dans d'autres pays. Les États-Unis sont différents. En tant que président, j'ai refusé de voir des images de massacres et de charniers avant d'agir. L'objectif était très simple. Le marché était fermé par la Libye. Mais en ce moment-là, il avait ouvert le marché. Mais il avait l'objectif. Mais son objectif à l'époque, c'était aussi de lancer le dinar. Le dinar qui était une monnaie basée sur l'or, évidemment, qui aurait complètement chamboulé la structure pyramidale du monde. Ceux qui apparemment paraissent riches seraient devenus immédiatement pauvres, pendant que ceux qui avaient vraiment de l'or dans ce monde deviendraient riches. La théorie du président libyen était celle-ci. Comment ça se fait que ceux qui impriment un bout de papier sont devenus riches par rapport à ceux qui ont vraiment de l'or? En effet, à l'époque, en Afrique, quand il s'agissait des appareils de téléphone, les appareils de téléphone coûtaient très cher et même les appels coûtaient énormément cher. C'est-à-dire, quand vous faites un appel téléphonique venant de votre maison pour partir chez le voisin, ça coûtait les yeux de la tête. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Africains n'avaient pas de satellites de télécommunication. Ils se servaient des satellites de télécommunication européens, pour lesquels ils payaient 400 millions de dollars pour service. Donc, pour appeler quelqu'un de votre chambre à la chambre suivante ou à la ville d'à côté, il fallait que votre appel parte d'abord en Europe pour ensuite être routé vers la ville d'à côté. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Je me souviens à l'époque, ceux qui avaient des appareils de téléphone, c'était des télécelles ou machin, comment on appelait ça, des histoires là comme ça avec antenne. C'était des gens qui avaient pas seulement de l'argent, des grands businessmen et des agents de sécurité. Quand je parle d'agents de sécurité, je ne parle pas des agents de sécurité qui sont debout, on parle des agents de renseignement, comme les gens de la CIA, version africaine. C'est eux qui avaient les appareils et les gens du gouvernement, évidemment, des politiciens. Il fallait à l'Afrique 500 millions de dollars pour acheter leurs propres satellites. Mais ils payaient 400 millions de dollars pour service des satellites européens. 500 millions de dollars, vous avez votre propre satellite. 400 millions de dollars, vous servez les satellites des autres. Les Africains se sont réunis dans l'objectif de l'acheter leur propre satellite qui permettrait cette communication à un prix réduit. Mais malgré tout, les Africains, vous savez, généralement, quand il faut se rassembler chez les Noirs pour faire quelque chose de positif, ça ne marche jamais.
Ah non, tu vois, j'avais mal à la tête. Ah non, tu vois, les dépenses, la famille, ma maman est malade. C'est toujours des histoires, des excuses, des excuses. Mettez 1 euro pour aider le petit là, Camerounais là, qui avait fait une chanson pour moi. Jusque là, j'attends le clip. Jusque là. Le petit, c'était une belle opportunité pour décoller sa carrière. Belle une carrière dormante, mais belle opportunité mal saisie parce qu'il n'y avait pas de contribution. J'ai même demandé, donnez-moi son numéro, donnez-moi son nom. Comme ça, moi-même, je vais m'assurer qu'il parte faire un clip beau en Europe. Les mêmes personnes jaloux de leur propre... Vous pouvez pas cotiser 1 euro pour un petit comme ça. Donnez-moi son numéro, donnez-moi ses contacts pour l'aider. Vous ne voulez pas non plus. C'est ça les Africains. Mais quand il faut détruire, aller détruire quelqu'un, là ils sont présents. Quand il faut insulter, ils sont présents. Quand il faut aller embaumer, ils sont présents. Mais c'est triste. Kadhafi est venu et a dit au président africain, moi-même je veux payer 400 millions de dollars dans cette histoire. Comme ça, vous, les Noirs, vous allez payer 100 millions de dollars, on va acheter ce satellite. C'est comme ça que les Africains ont pu acheter leur premier satellite de télécommunication. C'est ça le Kadhafi dont il s'agissait. Il avait d'abord fermé la porte aux Européens, aux Occidentaux, dans son marché local, parce qu'il voulait prioriser sa population. On l'a haï pour ça. Il a sponsorisé Sarkozy dans sa démarche. Sarkozy l'a diabolisé, a voulu changer de vapeur. On l'a rappelé, monsieur, c'est nous qui avons sponsorisé votre histoire. Sarkozy a fait tout ce qu'il pouvait faire pour commanditer son décès. C'est à partir de là que les terroristes sont apparus dans ce code. Regardez la Libye d'avant avec Kadhafi. Regardez. C'est ça la Libye avec Kadhafi. Regardez maintenant la Libye aujourd'hui, avec la démocratie. La Libye n'était pas démocratique, mais c'était un beau pays. La démocratie n'est pas africaine, elle est étrangère. Donc ce qui fonctionne chez les Africains, on ne peut pas importer ça ou exporter ailleurs. Et ça veut dire encore une autre leçon ici, si les intérêts externes, leurs intérêts ne sont pas soutenus, on va s'assurer de détruire tout ce que vous avez. C'est exactement ce qui se passe au Venezuela, très similaire à ce qui se passe au Cuba. Alors, les enjeux ici, c'est quoi? Si Sarkozy est jugé pour corruption, de détournement de fonds financiers illégaux de campagne et l'association de malfaiteurs, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 375 000 € et une interdiction d'exercer en fonction publique pouvant aller jusqu'à 5 ans. Compte tenu de la gravité de l'accusation, le parquet pourrait requérir un placement en détention immédiate, ce qui signifie que Sarkozy pourrait être emprisonné même s'il fait appel. Sa défense débutera ses plaidoiries le 31 mars. Preuves et allégations. Donc c'est ça les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo sur Sarkozy et Kadhafi, beaucoup plus compréhensive, dites encore une fois sur les commentaires. God bless. Donald Trump vient d'envoyer son envoyé spécial Steve Vyskov en Russie pour aller discuter avec Vladimir Poutine. Steve Vyskov y va pour quelle raison? L'objectif est simple. C'est aller présenter un deal, une proposition de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ça ne sera pas sa première fois en Russie, parce qu'il y a été le mois passé dans une discussion profonde de 3 heures du temps avec le leader russe. Cette fois-ci, Steve Vyskov n'est pas là pour les raisons précédentes. Ce sont des raisons nouvelles. Signer un deal. Quel est ce deal? Une trêve. Ils veulent une pause de 1 mois pendant cette guerre contre l'Ukraine, c'est-à-dire une trêve. Et quel est l'objectif de cette pause? Prétendument pour entamer des discussions finales sur une pause finale. Les mêmes résolutions ont été proposées à Poutine dans le passé, par les Français. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il veut une résolution complète. Il ne veut pas de pause ou de trêve d'1 mois, il veut une finalité complète. Une fin à cette guerre qui a longtemps duré. Alors, pendant que les hommes de Poutine avancent sur le terrain, il est vraiment difficile de comprendre pourquoi il autoriserait une certaine trêve. Et voici comment le soutient un diplomate russe. This proposed ceasefire is nothing other than a temporary respite for the Ukrainian military. Our goal is a long-term peace settlement. And we are looking forward to a peace settlement which takes into account our legitimate interests and our concerns which are known. Nobody needs steps which imitate a peaceful path. Comme il le dit bien, cette trêve est un répit pour l'Ukraine, c'est-à-dire c'est une opportunité de se réarmer, une opportunité de se réorganiser, une opportunité de revoir ses stratégies. Pourquoi dans son esprit éclairé, la Russie autoriserait-elle une trêve, c'est-à-dire une pause de 1 mois, face à un adversaire qui est manifestement fort, mais qui présentement est en difficulté, dans une possibilité de pouvoir se réarmer et se réorganiser? Pourquoi la Russie ferait une telle chose s'il ne s'agirait pas ici d'un compte final, c'est-à-dire d'un accord complet et final? L'idée de cette trêve ne se limite pas seulement à arrêter la guerre. Il s'agit aussi de faire venir des hommes, à peu près 30 000 personnes, venant de l'OTAN, c'est-à-dire de l'Europe, pour aller en Ukraine et préserver cette paix, empêcher une quelconque présence russe ou une attaque quelconque pendant ce moment de trêve.
Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Comment va-t-on faire pour s'assurer qu'il y a respect de cette trêve? Parce que le front n'est pas petit. C'est un front de 1000 km à peu près, sans compter la guerre qui se passe en mer. Ça sera très difficile. Mais dès le départ, la Russie voulait trois choses. La première, c'est qu'il n'y ait pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, pas d'adhésion pour l'Ukraine. L'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas de troupes européennes en Ukraine. Ils le considéreront comme des cibles légitimes et frapperont. Troisièmement, qu'il y ait reconnaissance de régions contrôlées par la Russie, c'est-à-dire à partir du Donbass, la Crimée et autres parties de l'Est, sous l'autorité russe. Sont-ils prêts à accepter ces histoires? Pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, pas de troupes européennes en Ukraine et la reconnaissance des régions qui sont déjà adoptées par la Russie. Vladimir Poutine n'a pas encore répondu officiellement, mais il a dit dans le passé qu'il ne voulait pas de trêve, il voulait un accord complet. Pourquoi faire une pause temporaire dans une histoire si on peut trouver une solution finale? Soit on est en guerre ou on n'est pas en guerre. Pourquoi on s'arrête de se battre? Oh, arrête de se battre, je vais boire de l'eau. Non, on va se battre. On se bat, comme ça le gagnant emporte tout. Ou bien si on s'arrête carrément, on dit bon ok, dans ce cas, tu reconnais que tu avais tort et tu fais des concessions et c'est fini. Sinon, on nous laisse nous battre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on ferait de trêve? Pourquoi on ferait de pause? Pourquoi on ferait venir des militaires d'étrangers? Et quels étrangers? Ce sont des gens qui autrefois se qualifiaient d'ennemis de la Russie, n'est-ce pas? Pourquoi faire venir comme arbitre une personne qui a déjà fait preuve d'hostilité à ton égard? Ça ne sera pas juste, n'est-ce pas? Est-ce que quand vous jouez un match de football, okay, vous faites venir pour arbitre une personne avec qui vous avez eu de problèmes? Non, c'est clair. Vous ne gagnerez certainement pas ce match. Alors pourquoi Zelensky veut un mois de trêve ou de pause? Zelensky dit que son équipe a besoin d'un mois pour écrire une lettre compréhensive déterminant les particularités de cet accord. Un mois. Bon, pourquoi on s'attend un mois pour que tu écrives? On peut continuer à se battre en attendant. These 30 days are given to prepare a draft. We have our proposals, but we will draft the steps that we will agree on with our allies and formats of security guarantees which Ukraine will have after the war is over. Alors la bonne nouvelle ici est que on a déjà commencé cette démarche de paix. En tout cas, Trump, à ce qui paraît, essaie de trouver la paix. La mauvaise nouvelle est que personne n'est prêt à bouger. C'est-à-dire jusque-là, la Russie reste calme. On ne veut pas dévoiler les pions, on ne veut pas donner des signes ou des idées sur ce qu'on compte faire. Alors, qu'est-ce qui se passerait si les Russes rejetaient cette proposition américaine? La probabilité jusque-là n'est pas tout à fait éclairée. Mais Donald Trump a dit ouvertement qu'il ferait des sanctions. Quel genre de sanctions? Things you could do that wouldn't be pleasant in a financial sense. I can do things financially that would be very bad for Russia. I don't want to do that because I want to get peace. I want to see peace, and we'll see. But in a financial sense, yeah, we could do things very bad for Russia. It would be devastating for Russia. Trump dit qu'il rajouterait des sanctions financières sur la Russie. C'est-à-dire qu'il a des choses sous la veste qu'il pourrait appliquer sur la Russie qui détruiraient complètement l'économie russe. Des choses sous la veste dont l'application détruirait complètement l'économie russe. C'est intéressant quand même à savoir, puisque en réalité, la Russie est actuellement sous au moins 24 000 sanctions. 24 000. Et curieusement, le PIB de la Russie a grandi pendant ce moment difficile. Plus que le PIB européen en communauté. Donc, quelques sanctions, les nouvelles sanctions que Trump imposera sur la Russie, fera-t-elle une différence? Ou y a-t-il des sanctions, peut-être des possibilités financières qui n'ont pas encore été touchées, dont personne ne connaît? En tout cas, jusque-là, Trump n'a pas parlé de force, ni de réaction militaire. A-t-il évité de le faire pour pas stresser Vladimir Poutine, ou lui accorder toutes les chances possibles pour retrouver la paix? Vous savez, bien que Trump, quelquefois, fasse usage de force et de puissance, comme il l'a fait avec Zelensky, en le pressant dans cette salle, il ne peut malheureusement pas appliquer le même principe avec Vladimir Poutine. Avec lui, il faudrait trouver un moyen doux, un moyen calme de discussion. La même chose qu'il a fait avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Contrairement au président précédent américain, il a essayé le soft way, la discussion, la tempérance, le calme. Et il commençait déjà apparemment à trouver des solutions réelles entre eux. Alors Trump est clairement en train de faire usage de cette même technique avec Poutine. Essayer de lui donner le bénéfice du doute, le laisser le temps possible de décider. Comme il l'a dit, il n'est pas tombé dans le piège du journaliste qui lui demandait qu'est-ce que les États-Unis feraient si la Russie refusait de coopérer. Il n'a pas dit que nous attaquons la Russie ou nous accorderons plus de bombes ou des missiles à l'Ukraine afin de continuer cette base. Il a plutôt dit que nous appliquerons des sanctions financières. C'est une façon manipulatrice ou peut-être une façon intelligente d'éviter de contracter l'histoire. Les Européens, de leur côté, sont entrés en réunion pour discuter des possibilités de créer leur propre armée.
c'est-à-dire une armée commune avec des conditions d'interopérabilité. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis d'Amérique. Et ça n'a jamais vraiment été une fraternité comme ils le pensaient précédemment. Ça a été simplement une question de bénéfice, dont le bénéficiaire généralement a été les États-Unis d'Amérique. Maintenant, nous avons un cas très intéressant ici au Kenya, où on vient de démanteler un système ou des laboratoires de drogue. Instaurés par qui? Par des cartels mexicains. Cartels mexicains au Kenya. C'est choquant et c'est bouleversant. Au mois de septembre, un laboratoire de production de méthamphétamine, un drogue synthétique mortelle, a été démantelé par la police kenyane. Ceci évidemment a été impulsé par le département de sécurité américain. Ce sont les Américains qui ont fait leur enquête. Les Américains, dans leur service de renseignement, ont informé les services kenyans de la présence des laboratoires de fabrication de méthamphétamine au Kenya par des Mexicains cartels. Incroyable. Les autorités kenyanes, en collaboration avec les partenaires internationaux, ont démantelé un laboratoire de production de méthamphétamine à Namanga, une ville proche de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Vous le voyez ici sur la carte. Cette opération est liée au cartel Jalisco Nova Generación. Le laboratoire en était apparemment au premier stade de sa mise en place, avec des échantillons et des structures en place, mais n'était pas encore pleinement opérationnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 6 individus ont été arrêtés. Quelles sont ces personnes? Des ressortissants mexicains et des ressortissants nigérians dans le cartel. Incroyable, mexicains et nigérians. C'est bizarre, vous savez, le Nigeria a une très mauvaise réputation en ce qui concerne le money laundering, blanchiment d'argent, trafic d'humains, trafic de drogue. C'est incroyable. En fait, il y a une partie du Nigeria. Généralement, on parle de Nigérians, mais les Nigérians vous parleront d'une tribu spécifique nigériane où les gens font n'importe quoi pour l'argent. N'importe quoi. Ils feraient n'importe quoi. Ce sont généralement ceux qui sont arrêtés dans des histoires de fraude. Il y a un grand Nigérian là qui était très connu là, dans les réseaux, dans les médias sociaux. Un monsieur là qui flambait, roulait carrosse, montrait ses voitures, ses grosses maisons et du Gucci du lundi au 30. Il était arrêté pour des histoires très similaires. Et apparemment, ce sont des gens qui proviennent d'une même tribu. Vous savez, quand on parle de stéréotypes, bon, ça me fait rire. Oh non, tu stéréotypes en disant que les Camerounais sont impolis. Non, mais attendez, combien de Camerounais sont impolis? Les Camerounais, vous avez déjà parlé aux Camerounais, même les femmes. Une femme qui insulte un autre humain, disons les saletés d'entre les jambes de ta mère. Hein? Les saletés, au pluriel. Vous comprenez, les saletés qui sont entre... Comment une personne normale pourrait arriver au point de réfléchir? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ancestrale de cette personne? La personne qui t'a offensé devant toi, toi tu insultes les saletés pourries d'entre les jambes de ça. Et ce n'est pas un cas éloigné. Écoutez, il faut aller sur Internet pour voir. Quand un Camerounais insulte un Ivoirien, et quand ils ont insulté le chanteur ivoirien, c'est une nation, c'est une culture. L'insulte, ça fait partie de l'identité. C'est normal. Et puis après, quand vous vous investiguez, vous remarquez que au Cameroun, même les avocats sont tabassés par des militaires. Ils sont abusés, déshabillés, dénudés. On comprend, c'est un problème plutôt psychologique. Quand il y a un mal psychologique profond, on est en incapacité de réclamer ses droits. Le premier endroit où on trouve une certaine liberté d'expression, qui est Facebook, on peut facilement commencer à raconter des tropes. Enfin, voilà, il faut se lâcher. Bref, quand on parle de stéréotypes, c'est faux. Hein. Stéréotypes, ce n'est généralement pas tout le monde, mais c'est la grande majorité. Okay? Quand on dit que les gens dansent, il y a le pays, la République démocratique du Congo, les gens dansent. Est-ce que si on dit que les Congolais dansent, c'est stéréotypé? Non, ce n'est pas stéréotypé. Y a-t-il certains Congolais qui dansent pas? Oui, certes, il y a certains. Il faudrait toujours des bruches pour confidialiser une théorie. Donc, il doit y avoir des abstentions pour que la théorie soit vraie. Alors, les Nigérians dans cette histoire sont des gens qui généralement sont impliqués dans des choses complètement négatives. Voilà pourquoi ils sont rejetés partout. Hein. In terms of corruption, Nigeria has a reputation, as you understand very well, for very massive corruption. I also know that the president has been able to cut that down very substantially. Un Nigérian à Dubaï, on le scrute comme pas possible. On le cherche, on le fouille. Et ils sont étonnés de dire oh, pourquoi les gens n'aiment pas les Nigériens. Enfin, bref, c'est incroyable. On n'a pas dit Kenyan, on n'a pas dit Tanzanien, on a dit Mexicain et Nigérian. N'est-ce pas? On n'a pas parlé des Kenyans ni des Tanzaniens. Regardez la proximité. Regardez la distance depuis le Nigeria au Kenya. Regardez la distance. Il y a eu de fortes probabilités qu'il y ait un Ougandais impliqué. Forte probabilité qu'il y ait un Tanzanien. Forte probabilité qu'il y ait un Somalien. Mais il n'y en a pas.
Mais ceux qui sont impliqués dans cette histoire de drogue sont nigérians. C'est choquant. Alors, qui est ce groupe dont on a peur? Cartel Jalisco Nouvelle Génération. Jalisco Nouvelle Génération en français, sont souvent abrégé CJNG, est un cartel de drogue mexicain puissant, violent, originaire de l'état de Jalisco au Mexique. C'est l'un des cartels les plus dangereux et les plus influents du Mexique, connu pour ses tactiques violentes et son implication dans le trafic de drogue à grande échelle et de blanchiment d'argent et de crimes organisés. Vous vous emmenez sur le continent, ces gens-là. Vous savez comment on gère le Mexique? Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Mexique, les cartels ne sont même pas contrôlés par l'État? Donc l'armée est en incapacité de contrôler les cartels. Les gens des cartels ont tellement de pouvoir. Ils ont des armées, ils ont des militaires, ils ont les armements pour faire face à l'armée. Et ce sont des gens qui massacrent des humains. Et si on te trouve pas, on cherche ta mère, ton père, ton cousin, ton fils. Et vous voulez importer ces gens-là en Afrique. S'ils réussissent au Kenya, c'est ça que le début. Ils voudront aussi aller en Côte d'Ivoire, ensuite au Ghana, ou peut-être au Cameroun. Enfin, pas au Cameroun, il n'y a pas d'argent, mais... Bref. Ils voudront aller ailleurs. Ok? Comment ça se fait qu'ils sont installés quelque part entre le Kenya et la Tanzanie? Évidemment, beaucoup de personnes questionnent le gouvernement kényan. Le gouvernement a été critiqué pour sa gestion des affaires de trafic de drogue, notamment en raison de son faible taux de poursuite et de condamnation. Des facteurs tels que la corruption, la porosité de frontières et la situation stratégique du Kenya le long des principales routes de trafic de drogue contribuent à la persistance de ce problème. Les efforts visant à relever le défi comprennent le renforcement de la sécurité aux frontières, le renforcement des cadres juridiques et la collaboration avec des partenaires internationaux pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue. Beaucoup de personnes pensent que le gouvernement kényan, en tout cas certains acteurs du gouvernement kényan, sont impliqués dans cette histoire. Ce n'est pas nouveau parce que quelque part, récemment, la Hollande a demandé l'extradition d'un jeune Hollandais qui était condamné pour trafic de drogue. Le ministre de la Justice et de Sécurité des Pays-Bas, Danny Weel, a publié un message sur Twitter. Aujourd'hui, la demande d'extradition néerlandaise du criminel de drogue Jos Leijdeker a été remise aux autorités de Sierra Leone. J'espère que les autorités sierra-léonaises agiront rapidement et qu'elles seront à nos côtés dans cette lutte contre la criminalité internationale organisée. Le jeune monsieur aurait importé à hauteur de 7000 kg de cocaïne en Europe. Il est recherché. Les Desker ou les Keder, un truc comme ça. Le garçon a été retrouvé dans une vidéo où il était assis à côté de la fille du président du Sierra Leone. Maintenant, vous voulez me dire que le cercle du président de Sierra Leone ou les services de sécurité et de renseignement n'étaient pas au courant de l'identité de ce monsieur qui est recherché en Europe pour trafic de drogue? Et le monsieur serait à proximité de la fille du président en train de faire amourette et tout le bazar. Attendez, il faut se poser des questions. En Sierra Leone, on sait que l'ambassadeur sierra-léonais au Libéria était arrêté avec une mallette pleine de drogue. Un ambassadeur a été arrêté, imaginez, parce qu'il y avait certainement un renseignement. Vous savez, la diplomatie, généralement, n'autorise pas les arrêts des ambassadeurs. Mais le monsieur était arrêté, on a trouvé des mallettes de drogue. Bon, si l'ambassadeur a des mallettes de drogue, et qu'il y a la fille du président de la République qui a à ses côtés un jeune monsieur qui est reconnu pour trafic de drogue, recherché dans le monde. Ensuite, le ministre de l'Immigration qui a répondu aux Hollandais disant « La personne que vous cherchez là n'est pas ici. La personne que vous avez vue dans les vidéos, ce n'est pas lui. Celui-là s'appelle Mohamed. Il s'appelle pas Likeder. Ce n'est pas la personne que vous cherchez. » Et quelques jours plus tard, on a retrouvé une vidéo dans les réseaux sociaux, puisque les gens ne sont pas très intelligents. Tu dis ne pas connaître quelqu'un, mais tu publies une vidéo dans les réseaux sociaux où le monsieur est en train d'offrir des cadeaux. La même personne dont tu disais ne pas connaître. La même personne dont tu disais l'immigration ne reconnaît pas. Mais soudainement, vous êtes ensemble, il te donne des cadeaux. Et tu célèbres ton anniversaire. Félicitations. Les gens sont bêtes, hein. Voilà comment il y a un autre monsieur là, quelque part en Afrique du Sud. Il est parti dévaliser des banques à plusieurs reprises. Mais c'était juste à l'arrivée de l'Instagram. Il a fait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À montrer l'argent qu'il a sur Instagram. Jouer le riche. Montrer des voitures, tout bas. On va dire, ah, non, ce garçon, on le connaît. L'argent, il est sorti où? Alors, c'était comme ça. Alors, on se pose la question de savoir, avec tout ce qu'on a comme élément, est-ce qu'on peut pas commencer à suspecter que le gouvernement sierra-léonais est peut-être impliqué dans une histoire de drogue? Est-ce que ça serait complètement absurde de penser que les membres du gouvernement pourraient se mettre ensemble pour se faire de l'argent en extra en facilitant la drogue? On sait que la drogue, généralement, dans le monde, provient de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Ok. Alors, il faut que ça se stationne quelque part en Afrique de l'Ouest. Et si on se portait garant en étant l'homme au pouvoir, bon, vous emmenez vos drogues ici, il n'y a pas de souci, mais je veux mon pourcentage pour faciliter le transit vers l'Europe. C'est une possibilité. Alors, si on peut en dire autant pour le Sierra Leone, on ne peut pas en dire autant pour les Kenyans, par exemple, qui essaient de faciliter cette implantation d'un cartel mexicain. Mais ça, c'est dangereux parce que
Là, ce n'est pas une histoire, on vous envoie un colis. Ok, le cartel vient se positionner dans votre pays. On va commencer à massacrer des gens, ça rigole pas là-bas. Et en parlant de drogue, avant de continuer, la Chine a exécuté 4 citoyens canadiens pour infractions liées à la drogue cette année. Incroyable. Malgré les multiples appels à la clémence par le gouvernement canadien, les 4 personnes ont été exécutées. Bien entendu, nous condamnons de façon extrêmement ferme l'exécution de Canadiens. Il s'agit de 4 Canadiens qui faisaient face à des accusations criminelles en Chine. À plusieurs reprises, j'ai demandé la clémence de la part du gouvernement chinois pour que justement ces Canadiens-là soient protégés. Ça ne rigole pas. Il y a beaucoup d'Africains qui sont emprisonnés en Chine actuellement. Il y a même eu une jeune Kenyane qui a été exécutée. Mais ça, c'était au Vietnam. Pour avoir passé 2 kg de drogue, de cocaïne. Les Chinois ne rigolent pas. Chez eux, vous faites des choses comme ça, vous partez. Enfin, je pourrais comprendre que les gens, quelquefois, font ça parce qu'il y a difficulté, besoin d'argent. Il y a peut-être maman qui a le cancer, il y a l'enfant qui n'est pas bien. Mais c'est à votre propre risque. Et une Kenyane aussi a été exécutée au Vietnam, malheureusement avec 2 kg de cocaïne. C'est ça. Donc, le besoin de se faire de l'argent, c'est pas facile.